Bonsoir, bienvenue pour cette conférence de sensibilisation à la vaccination. Une conférence donc co-organisée par le département de Maine-et-Loire et par le centre hospitalier de Cholet, avec le soutien donc, de l'ARS et de la CRATB Pays de la Loire. Nous sommes heureux de vous accueillir pendant cette heure, avec la participation donc, de plusieurs professionnels qui vont intervenir autour de la thématique de l'hésitation vaccinale. Donc, c'est le premier temps des mardis de vaccination. Et nous allons donc accueillir dans un premier temps, nous évoquerons tout d'abord l'aspect historique avec le docteur Ide Delagneau-Bachmila, le docteur Clément Ribon. Nous ferons ensuite une réflexion éthique sur l'hésitation vaccinale avec Madame Carole Durand, qui est donc psychologue et qui est diplômée d'un master d'éthique en santé. Donc, elle évoquera une réflexion éthique sur l'hésitation vaccinale. Nous aurons aussi un état des lieux, un retour d'expérience sur l'hésitation vaccinale avec le docteur Christelle Guevel-Delarue, donc qui sera en distanciel. Elle est médecin de la PMI à Paris et autrice d'un livre sur l'hésitation vaccinale qui vient de sortir. Elle nous fera donc cet état des lieux. Et nous terminerons par deux vignettes cliniques sur cette question, en présence du docteur Léon Griffon, qui est donc médecin généraliste à la retraite, qui nous parlera justement de la vaccination antitétanique principalement. Et nous verrons aussi l'hésitation vaccinale vue du côté des parents, avec le docteur Charlotte Couche, qui est donc médecin à la PMI 49 à Cholet. Voilà grosso modo pour les interventions que nous allons avoir pendant ce premier mardi sur l'hésitation vaccinale, ce premier mardi de la vaccination. Et nous allons commencer tout de suite d'ailleurs par l'aspect historique sur l'hésitation vaccinale avec donc docteur Ide Delagneau-Bachmila et le docteur Clément Ribon, qui sont médecins référents au centre de vaccination polyvalente départementale. Je vous laisse la parole avant aussi d'accueillir Marie-Paule Chénaud au nom du département qui viendra nous dire un mot juste après votre intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont inscrits si nombreux en distanciel et un petit peu en présentiel à notre conférence sur le thème de l'hésitation vaccinale. Nous allons ici, lors de cette présentation, essayer de faire un court rappel historique sur l'hésitation vaccinale depuis la création des vaccins jusqu'à nos jours. Nous aurions beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet. Et d'ailleurs, avec Clément, nous avons pris beaucoup de plaisir à la recherche bibliographique sur cette thématique. Mais nous allons essayer d'être brefs du fait de la durée de notre présentation. En résumé, il s'agit d'une histoire ancienne et pas seulement française, pour laquelle nous ne pourrons retenir donc qu'un élément ou deux par période. Donc, pour commencer, nous allons revenir au tout début de l'histoire de la vaccination. Donc, la variolisation était un procédé qui a été rapporté de Constantinople jusqu'en Angleterre au début du XVIIIe siècle par Lady Montagu. Il s'agissait d'une pratique consistant à protéger une personne d'une forme grave de la variole en le mettant en contact avec le contenu des lésions vésiculaires d'un patient souffrant d'une forme modérée de la maladie. Ce procédé n'était donc pas dénué de risques, notamment celui de contracter quand même une forme grave de la variole. C'est pourquoi, dès le début de son utilisation, la variolisation a suscité la méfiance, en particulier du milieu médical. Le Parlement de Paris a même interdit en 1763 la variolisation dans les villes en attendant l'avis des facultés de médecine et de théologie. L'argument moral fut également avancé contre la variolisation, notamment sur le fait qu'il s'agissait d'une pratique très lucrative pour les inoculateurs. Par la suite, les mêmes arguments seront avancés concernant la vaccine. Pour expliquer brièvement son fonctionnement, l'hypothèse qui fut testée par Edward Jenner en 1796 était que l'infection par la vaccine, c'est-à-dire la variole des vaches ou variola vaccina, pourrait conférer une immunité contre la variole humaine. Devant la réussite de cette expérience sur plusieurs sujets, la vaccination commença alors à remplacer progressivement la variolisation en Europe. D'autant plus qu'il s'agissait d'une pratique moins à risque. Elle continua cependant à susciter la méfiance, tout comme la variolisation, notamment quant au risque de contracter d'autres maladies lors de l'inoculation dite de bras à bras.
Et pour finir, l'argument moral de la pratique lucrative des vaccinateurs fut à nouveau également avancé par les opposants. Au XIXe siècle, on voit apparaître donc les premières lois d'obligation vaccinale pour le vaccin antivariolique dans la majeure partie des pays d'Europe. Pour rentrer dans certains territoires ou pays, la présentation d'un certificat de vaccination était même obligatoire, de même que pour exercer certaines professions. À noter que la France fut parmi les derniers pays à la rendre obligatoire en 1902, alors qu'elle l'était déjà en Angleterre depuis 1853, par exemple. Et on peut dire que la guerre de 1870 fut perdue par la France du fait de l'épidémie de variole dans les troupes, alors que les Prussiens étaient déjà vaccinés contre la variole. La France fut également parmi les derniers pays à retirer cette obligation vaccinale, à savoir en 1979, c'est-à-dire l'année de l'éradication de la variole dans le monde. L'argument le plus mis en avant alors, notamment en Angleterre, qui fut le pays où les premières ligues anti-vaccination virent le jour, est de savoir si l'État peut sans condition prendre le contrôle du corps des citoyens, même en cas de force majeure. Pour poursuivre sur la période du XIXe siècle, et notamment en France, quelques critiques auxquelles a été confronté Louis Pasteur semblent intéressantes à rapporter. Elles font suite au développement en 1885 du premier vaccin humain à virulence atténuée contre la rage. Il fut déjà à l'époque la cible d'opposition de scientifiques, d'intellectuels et de médecins qui remettaient en question l'efficacité de son vaccin. Certains l'accusaient même de donner la rage au lieu de la guérir. Il était également attaqué sur des critères d'enrichissement personnel, notamment après le financement et la création de l'Institut Pasteur en 1888. Plus proche de nous, comme vous le savez, de nouvelles craintes ont émergé récemment sur la question de la vaccination. Certaines sont bien connues, ont suscité des débats dans l'opinion publique. Nous n'aurons pas le temps de les aborder en détail dans cette partie, mais certaines de ces questions seront développées un peu plus tard lors de cette conférence. Il est important de signaler que les craintes et les arguments se propagent plus rapidement en ce début de siècle grâce aux réseaux sociaux et face à la quantité d'informations présentes, et il est souvent délicat de faire la part des choses. Nous aimerions également revenir sur une enquête menée par l'anthropologue américaine Heidi Larson en 2016. Il s'agissait d'une enquête basée sur un questionnaire de 4 items portant sur le ressenti des personnes interrogées sur la vaccination, à savoir l'intérêt des vaccinations dans l'enfance, l'efficacité des vaccins, la compatibilité avec les croyances religieuses et l'innocuité de la vaccination. Ces 4 questions ont été posées à 65 000 personnes dans 67 pays différents. Et concernant plus particulièrement la France, cette enquête a ainsi montré que si l'efficacité des vaccins était largement reconnue, plus de 2 personnes interrogées sur 5 déclaraient que les vaccins n'étaient pas sûrs, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. La France étant même ressortie en première position des pays interrogés concernant ce point. Pour finir, sur une note un peu plus positive, au regard des données des derniers baromètres de Santé publique France, on observe quand même une augmentation de l'adhésion à la vaccination sur ces dernières années. 80% des personnes interrogées se déclarant être favorables à la vaccination en général en 2020, contre 73,9% en 2019. Maintenant que nous avons pu faire donc une courte approche de l'hésitation vaccinale dans l'histoire et remarquer que celle-ci existe depuis les tout débuts de la pratique vaccinale, nous allons laisser la parole aux prochains intervenants afin qu'ils puissent compléter nos propos. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, au docteur Ide Delagneau-Bachmila et au docteur Clément Ribon. Je rappelle que vous êtes médecin référent au centre de vaccination polyvalent départemental. Vous restez donc avec nous, docteur Ide Delagneau-Bachmila. Nous allons... alors merci pour justement ce tour d'horizon qui est évidemment forcément rapide puisque vous aviez un temps imparti quand même assez serré pour aborder l'aspect historique sur l'hésitation vaccinale. On en reparlera peut-être justement au moment de la table ronde à la fin. Il y aura sûrement des questions qui interviendront sur ce sujet-là. Nous allons tout de suite enchaîner avec le troisième intervenant qui est donc Madame Carole Durand,
psychologue et diplômé d'un master d'éthique en santé. Vous intervenez plus, vous, sur un aspect important qui est celui de la réflexion éthique sur l'hésitation vaccinale. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Carole Durand, psychologue clinicienne. Je travaille en équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs au CHU d'Angers depuis 1998, avec une petite pause pour travailler en EHPAD long séjour pendant 8 ans, au Capucin. Et je travaille également à ECHO, au centre de dialyse, il y en a un tout près, j'ai vu, depuis 2008. J'ai un master 1 puis 2 en éthique, que j'ai obtenu à l'Espace Éthique Île-de-France sous la direction d'Emmanuel Hirsch. Voilà. Je suis formatrice également dans des écoles pour les paramédicaux et en simulation en santé. Alors, on m'a demandé de vous parler ce soir de l'hésitation vaccinale. Hésitation vaccinale du côté du soignant. Et je vais vous parler depuis ma place de psychologue formée en éthique. Alors, la vaccination fait parler d'elle dans le grand public et à l'hôpital, notamment ces 2 dernières années au cours desquelles nous avons vécu une expérience d'épidémie à grande échelle. Je dis découvert parce que les dernières pandémies sont trop anciennes pour que nous en ayons un souvenir. Nous ne les avons pas vécues. Il y a bien eu la grippe H1N1 en 2009-2010, mais elle a fait moins de 400 morts et elle n'a pas eu l'impact de la Covid-19 qui nous est parue inédite parce que ravageuse. À l'hôpital, la vaccination contre la Covid-19 a fait débat et le débat a fait rage. Il faut dire que le contexte était tendu. Au début, on entend qu'il ne faut pas de masque, qu'on peut laver des surblouses pour les remettre. On vient travailler même si on est positif à la Covid. On a peur pour soi, pour ses proches. Puis, on nous oblige à mettre des masques qu'on livre en urgence et on nous impose alors de nous vacciner sous peine de ne plus avoir le droit de travailler. C'est l'inconnu, la pandémie. L'État se contredit, mais dans l'urgence, comment l'État peut-il avoir du recul ? Le refus du vaccin dépasse alors l'idée de se vacciner. Cette réaction concerne un petit pourcentage de soignants et il s'agit plutôt d'un enjeu de pouvoir à ce moment-là, de la question du corps du soignant et de son appartenance. À qui j'appartiens quand je suis soignant dans une institution, dans un hôpital ? Je bosse comme un ou une folle, un fou, une folle. Je fais des heures supplémentaires, je prends des risques, je me sens pas reconnue parfois, je me sens mal payée souvent, je suis épuisée. Alors il y a l'idée que vous aurez peut-être ma blouse, mes plannings, mes week-ends, mais pas mon corps. Vous n'y toucherez pas, je me ferai pas vacciner. Plus globalement, on craint ce vaccin qui arrive tôt sur le marché. On pense qu'il faut des années pour en créer un. On oublie un peu les avancées technologiques, la communication entre les labos du monde entier. Tout fait peur dans cette période d'incertitude. Ça me fait penser à un patient dialysé. Quand je rentre dans son box, il me fait « Je vous préviens, je ne le ferai pas ». Alors du coup, je ne vous ferai pas quoi vous ne me convaincrez pas, je ne me ferai pas vacciner. Et du coup, je lui demande pourquoi il fait ça. Et il me dit tout le monde veut que je me vaccine contre la Covid et je ne le ferai pas. Je lui demande pourquoi. Et il me dit personne ne le fait. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Effectivement, si personne ne le fait, ça ne fonctionne pas. Du coup, lui, il n'a pas entendu plus que ça. Mais se vacciner, ce n'est pas nouveau dans notre vie. On est vacciné depuis tout petit pour nous protéger, pour protéger nos enfants, ceux des autres, préserver les personnes vulnérables et plus largement protéger le collectif. On vaccine les enfants, c'est obligatoire. Sinon, pas de crèche, pas de centre de loisirs. Puis au fil de la vie, on doit faire des rappels réguliers pour prévenir certaines maladies. Pour voyager, on nous vaccine. Ça peut être imposé ou pas. En tout cas, il y a toujours une politisation de la santé. Et se vacciner, ce n'est pas nouveau dans l'histoire du monde, comme vous l'avez dit. Ça a toujours été débattu. Depuis le début de la vaccination, il y a eu hésitation à se vacciner. Pasteur invente un vaccin. Les gens fâchés disent qu'on instrumentalise... Les gens fâchés instrumentalisent la mort de certains patients pour remettre en cause ces vaccins. Ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionnait n'avaient pas confiance. Ça me fait penser plus largement dans l'histoire de la médecine à Semmelweis qui a inventé le lavage des mains. Je dis inventé, mais qui a parlé du lavage des mains en obstétrique et qui s'est fait incendier. Voilà. Ça me fait penser à M. Birman qui était prof en master et qui disait, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'un homme amenait quelque chose de nouveau, on le tuait. Voilà. Quand c'est nouveau, ça fait peur. Voilà. Comment faire confiance quand on ne connaît pas ?
Est-ce que je vais prendre l'avion? Est-ce que je vais prendre le bateau si je ne sais pas piloter? Et qu'en plus, je ne connais ni le pilote, ni le constructeur de l'appareil. Voilà. Faire confiance, c'est se trouver dans une situation à risque. À l'inverse, le sceptique, c'est celui qui se pose des questions et n'admet pas du tout l'évidence. Descartes, par exemple, doutait, il était très extrémiste. Il finissait par se demander si les autres existaient. Ça fait un peu penser à Matrix, vous savez, où on remet un peu là en cause la réalité. Est-ce que finalement, je peux faire confiance? Donc le doute est essentiel, mais quand on doute de tout, ça devient inquiétant. Aujourd'hui, on a un manque de repères évident dans notre société. C'est une époque de défiance, de complotisme. Il y a une difficulté à faire confiance. Difficulté à faire confiance à mon banquier, à mon médecin, à l'institutrice de mes gosses, qui représentent des institutions, et on râle contre les gens et contre les institutions. Il y a une crise de confiance en soi, souvent, en l'autre, en l'État et en l'avenir. Alors les médias et les réseaux sociaux, les pseudosciences alimentent ça, toutes les fake news, les grands professeurs, les gourous, les politiques, le médecin, l'ami ou l'expérience de ma tante sont sur Facebook. Tout le monde a son avis et chaque avis semble peser le même poids. Alors qui a le savoir et qui est légitime? Il existe en plus des sources d'informations médicales contradictoires, alors qui croire? La médecine d'aujourd'hui étant de plus en plus ciblée sur le corps, on a vu pendant le confinement, il fallait sauver le corps avant tout. Il y a des techniques de la santé, il y a un commerce, il y a une espèce de rebond avec « mon corps n'est pas une machine », ce n'est pas un système qui fonctionne. On voit les besoins de revenir à l'âme, aux émotions, les émotions sont très à la mode. Donc la confiance est essentielle, elle n'implique pas d'être naïf, et le doute finalement doit être comme l'obstination, raisonnable. Il faut douter de la fiabilité de la source, de la véracité des messages et se renseigner dans un sens ou dans l'autre. Alors la vigilance, elle consiste à questionner plusieurs choses et d'abord nos propres certitudes. À notre niveau individuel, on a des certitudes et puis il existe ce qu'on appelle des biais cognitifs. Cognitif, c'est intellectuel, c'est la façon dont on pense. À Paris-Saclay, la fac, ils ont fait un petit atelier autour de ce qu'ils appellent des biais de confirmation, des biais cognitifs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tendance à croire ce qui est facilement assimilable par le cerveau et à ne pas lutter pour questionner, parce que lutter pour questionner, ça demande de l'énergie. Donc, on a tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment nos croyances ou des idées qui préexistent, et surtout quand le contexte est chargé en émotions, en colère, en affect. Et on retient plus les risques que les points positifs, les risques encourus. En général, on entend parler d'un vaccin, bon, pourquoi pas. Et tout à coup, pof, la sclérose en plaques et le vaccin, oula, ça me pose question, il y a un risque, on va retenir ça très fortement. C'est un peu comme les gens qui ne veulent pas de médicaments parce qu'ils retiennent les petits trucs qu'on ajoute aux médicaments ou les effets secondaires. Et pof, ça bloque tout. Voilà, on retient plus les risques que les points positifs en général. Donc ça peut sembler contradictoire, mais le meilleur moyen de réellement prouver nos croyances ou nos hypothèses, ce serait de chercher les preuves du contraire. Quand vous avez à vous décider, à prendre une décision importante ou à vous demander « je me vaccine ou pas ?», posez-vous les questions suivantes. Avec quoi suis-je tombé d'accord automatiquement? Quels éléments ai-je rejeté ou ignoré sans même m'en rendre compte? Comment j'ai réagi quand j'étais d'accord ou quand j'étais pas d'accord? Est-ce que cette présentation de ce soir a confirmé des idées que j'avais déjà et pourquoi? Et si je considérais l'hypothèse contraire? Voilà, là c'était dans un atelier de Paris-Saclay. Donc il faut réfléchir à mes biais un peu cognitifs qui font que je vais me coller au risque et à des choses qui viennent valider ce que je crois déjà. Un peu plus haut, un peu plus en dehors de moi, il faut réfléchir à une crise de confiance vis-à-vis de l'institution et de l'État. Un État qu'on juge tyrannique, mais qui permet tout de même le doute et les débats. On est en démocratie. Dans d'autres pays, on n'a pas le droit de refuser, on n'a pas le droit de se méfier, on n'a pas le droit d'être en colère ou de manifester son mécontentement. C'est plutôt l'État qui se méfie des citoyens. En démocratie, même si on n'est pas satisfait, il n'y a quand même pas d'autorité écrasante avec emprisonnement à cause d'un post sur un blog. Il y a débat, il y a vote, il y a choix et normalement confiance. Le terme de confiance est d'ailleurs très utilisé par les gouvernants. On entend souvent, il y avait eu notamment l'école de la confiance en 2019. Les gouvernants cherchent à créer un partenariat avec les citoyens.
à un niveau soignant, le patient qui va entrer en dialyse, par exemple, il est aussi accueilli en partenaire, il doit faire confiance. Il est dit autonome, responsable de sa santé, il y a l'éducation thérapeutique. Chacun est impliqué, le patient et le soignant, et les décisions sont prises ensemble. Pour avoir confiance et être partenaire, il faut pouvoir croire en la légitimité d'une équipe soignante et plus largement d'une institution, d'un État. Il faut avoir, comme nous explique Alexis Spire, la conviction que l'institution est capable de remplir ses fonctions, que ses agents ont un comportement juste et placent le bien commun au-dessus des intérêts privés. Mes processus cognitifs à interroger, ma confiance ou pas en une institution, et puis il y a les valeurs. Un questionnement éthique, à qui appartient la décision lorsqu'il s'agit de ma santé ? Donc ça pose la question plus large qu'on abordait tout à l'heure de à qui appartient le corps. On peut faire lien avec les débats autour de l'IVG, autour de l'euthanasie et donc du vaccin. Ce sont des questions qui se reposent dans de nombreux pays au nom de la liberté individuelle. Donc on va avoir en éthique souvent deux mouvements un peu opposés en débat. Il va y avoir d'un côté la liberté et l'égalité. On va reprendre les principes de notre République. La liberté et l'égalité, c'est « je choisis pour moi ». C'est l'individualisme triomphant aujourd'hui, avec le bien-être de l'individu d'abord. Chaque personne a les mêmes droits que tout le monde. Je ne peux pas priver l'autre de sa liberté ou lui imposer des choses parce que je n'aimerais pas qu'on m'en impose. Chacun fait ce qu'il veut. Liberté, égalité. Le risque, c'est que c'est chacun pour soi. Et chacun pour soi, c'est la victoire d'une liberté individuelle, mais c'est le risque aussi, comme avait dit Hobbes, un philosophe en 1500 et quelques, que l'homme est un loup pour l'homme. Alors lui, il le disait du côté de s'il n'y a pas d'État, l'homme est un loup pour l'homme, je prends ta maison, je prends ta voiture, je prends ton jardin. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'homme est un loup pour l'homme si, sans vaccin, il devient un loup pour l'autre et le rend malade. Celui qui n'est pas vacciné peut devenir un danger pour son voisin, pour la personne fragile qu'il côtoie dans les transports, un danger pour lui-même, ses proches ou son patient vulnérable. Liberté, égalité, je fais ce que je veux et je décide pour moi. D'un autre côté de la balance, il y a la fraternité et ce qu'on appelle le conséquentialisme. Ça ne pose pas des principes, mais plutôt des objectifs. La conséquence, c'est le bien-être pour le plus grand nombre. La sécurité, le meilleur pour les plus nombreux. Là, on protège le collectif, donc l'individuel aussi. Le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ça pose l'idée de protéger les citoyens aussi contre eux-mêmes. Parce que si la finalité est bonne, l'acte est jugé bon. Ça se discute. Pour Aristote, par exemple, qui était plutôt de ce côté-là, l'homme était un peu comme le doigt d'une main. Il était impossible de le séparer des autres, était impossible de le séparer de la cité. L'être social, la société, était plus importante que l'individu. L'être social, on en parle en sociologie et en psycho aussi, on n'est rien sans les autres. On en a eu un exemple pendant le confinement. Quand on est séparé des autres, on se meurt petit à petit, ça perd en densité. Être avec les autres, se protéger soi-même et les autres, c'est rechercher le meilleur pour tous. Dans certains peuples, ou si vous avez vu le film Avatar, tous les êtres sont connectés les uns aux autres et à la nature. C'est le collectif qui protège et c'est le collectif qu'on protège. C'est le plus classique, un pour tous pour un, des mousquetaires. Le conséquentialisme, c'est se vacciner, diminue le risque et le danger pour une population fragilisée, vulnérable, dont on prend soin. On a vu un effet de masse du vaccin pendant la Covid, par exemple, qui a freiné l'engorgement, les embouteillages au CHU. Et puis la majorité des vaccins dans l'histoire de la médecine a diminué la mortalité des populations. Ça, c'est pas mon avis, c'est un constat qu'on peut vérifier, on l'a vu. Pour conclure, on voit que la vaccination constitue un enjeu individuel, qu'il faut déconstruire, reconstruire, interroger nos croyances, mais également un enjeu politique et un enjeu éthique. Et chacun a un conflit de devoir à tenter de résoudre. Est-ce que je privilégie le bien collectif ou ma liberté? Est-ce que les deux peuvent se rejoindre? Question complexe et le doute est indispensable. Il est donc primordial de conserver une vigilance vis-à-vis de soi, mais également de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. N'hésitez pas à questionner vos convictions, vos croyances, mais également ce que vous entendez des autres.
Informez-vous comme vous le faites ce soir et risquez-vous à débattre. La défiance d'une institution ou de l'État ne doit pas venir aveugler sur un sujet qui concerne la santé de tous et de chacun. Voilà, je vous remercie. On va poursuivre justement avec la suite de cette conférence avec une intervention donc, du docteur Christelle Gavel-Delarue, qui est en distanciel, qui est médecin de la PMI Paris et qui est donc en distanciel. Je vois que vous êtes présente, que vous m'entendez apparemment, puisque je vois hocher de la tête. Je vais vous laisser faire donc un état des lieux et un retour d'expérience sur l'hésitation vaccinale. Je rappelle aussi que vous êtes auteur d'un livre sur ce sujet, qui est donc sorti en 2020, qui doit s'intituler d'ailleurs « L'hésitation vaccinale », tout simplement. Donc voilà, je vous laisse la parole et je vous laisse donc faire cet état des lieux et ce retour d'expérience sur l'hésitation vaccinale. C'est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation, je suis très flattée. Donc effectivement, je suis médecin généraliste de formation et je travaille en PMI depuis plus de 10 ans. Un exercice qui m'a exposée à des hésitants, des parents hésitants, beaucoup, et qui m'a donc poussée à me former pour pouvoir répondre aux questions de ces parents. Et donc j'ai fait un DU de vaccinologie et je me suis dit qu'il fallait créer donc ce fameux guide à destination de tous, médecins comme professionnels de santé ou parents, pour répondre à ces questions récurrentes finalement. Et donc mon idée ce soir était un petit peu de vous exposer ma modeste expérience. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique vaccinale. Vous voyez ce qui s'affiche, extrêmement angoissant et toxique, dont du monoxyde de dihydrogène dont l'inhalation est fatale, 600 morts rien que l'été 2019 en France. Et en réalité, tous ces composants sont ceux d'une pomme. Méfions-nous, ne nous laissons pas aller au biais cognitif dont parlait tout à l'heure Madame Durand et réfléchissons ensemble. Alors, d'abord, Jérôme Gaillaguet, sociologue de l'EHESS, a fait sa thèse sur l'hésitation vaccinale et il nous apporte des éléments de sociologie pas inintéressants. Il nous dit notamment que, a priori, la confiance vaccinale irait décroissante avec le statut socio-économique des personnes, mais avec deux mouvements paradoxaux, c'est-à-dire que dans les classes populaires, on aurait plutôt des personnes qui seraient d'accord pour tous les vaccins, donc plutôt très tranchées, et chez les plus diplômés, plutôt des opinions favorables ou défavorables à certains vaccins, avec peut-être des personnes qui sont un peu plus informées. Donc finalement, pas de véritable gradient social comme on pourrait avoir le pressentiment, et autant d'attitudes que d'individus finalement, avec en face de soi une personne avec son histoire à laquelle il va falloir prêter attention. En tout cas, les attitudes radicales de rejet ferme de tous les vaccins sont très minoritaires et représentent environ 2% de la population, y compris en France. Ce qui fait que finalement, on est assez peu exposé à ce qu'on appelle anti-vax, qui seraient plutôt des personnes franchement endoctrinées qui vivent en fait pour cette notion de dangerosité des vaccins et qu'on ne peut pas convaincre. Pourquoi je parlais de notions anti-vax un peu discutables, c'est parce que médicalement, en fait, être anti-vax n'a pas de sens. Un vaccin peut être utile à tel individu dans tel contexte, mais un vaccin n'est pas bénéfique à tous dans tous les contextes. Donc, on ne peut pas être anti-vaccin en général. Chaque vaccin est une entité propre. Il n'y a pas les vaccins, il y a des vaccins. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. La France serait championne de la réticence. Alors oui, c'est vrai, il y a des études qui ont montré qu'on était les champions en 2010 et puis en 2016. Pour un tiers des Français, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, les vaccins ne sont pas sûrs. Et puis, bien sûr, on le sait, il y a eu des défects de communication en France. On se souvient tous de l'histoire de l'hépatite B. On se souvient aussi d'erreurs médicales qui ont fait le lit de la défiance. Et puis, on sait aussi que plus les épidémies décroissent, plus le scepticisme croît. Et puis, on a bien vu le phénomène inverse là, grâce, entre guillemets, à la pandémie de Covid-19. Alors finalement, oui, la France est plutôt championne de la réticence, mais avec des couvertures vaccinales plutôt bonnes, surtout depuis l'extension vaccinale, sont soumis à cette obligation vaccinale et avec un bel effet sur les couvertures vaccinales, pas que pour les vaccins obligatoires, mais également pour les autres vaccins.
sauf le papillomavirus qui reste un petit peu à la traîne avec seulement 41% de couverture vaccinale dans les derniers chiffres. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Quels ont été les effets de la pandémie SARS-CoV-2 ? Eh bien oui, effectivement, il y a eu un recul de l'hésitation pour les vaccins anti-Covid. Il y a une maladie, une pandémie, et forcément, ça questionne. Malade, on a peur que ses proches soient malades et on revoit ses croyances. Et puis, il y a eu sûrement aussi un phénomène de fatigue lié à cette pandémie où on s'est dit, ça va, on va se vacciner. Et puis, ce qu'a révélé aussi cette pandémie, c'est l'importance de consulter la population. Alors, on l'avait déjà vu un petit peu pour l'obligation vaccinale, puisqu'il y avait une concertation citoyenne pour faire valider cette obligation vaccinale. Mais là aussi, on s'est dit que finalement, il aurait peut-être fallu anticiper la consultation de la population pour cette politique de vaccination SARS-CoV-2 pour éviter une hésitation initiale. Et puis malheureusement, un constat plutôt négatif de cette pandémie, c'est que les couvertures vaccinales autres qu'au Covid-19 sont en chute libre et elles doivent être rattrapées, notamment chez les petits. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont pas osé sortir, parce que certains centres de PMI ou certains médecins n'ont pas pu privilégier les actes de prévention et donc les vaccinations des enfants. Et donc, il y a tous ces enfants qui restent à vacciner et qui sont en retard dans leur vaccination. Ça commence à aller mieux, mais ce n'est pas fantastique. Alors, comment faire quand on se trouve face à un hésitant ? On l'a dit tout à l'heure, engageons le débat. Oui, mais engageons le débat en étant informé. C'est-à-dire qu'il faut être armé quand même pour pouvoir répondre aux questions d'un patient ou d'une personne qui s'est largement informée sur le sujet. Donc, être armé, être à l'écoute, être transparent et être humble. Transparent, oui, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires d'un vaccin, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui, un vaccin, ça fait mal. Oui, votre bébé va pleurer. Voilà, des choses claires, on ne ment pas. Et puis l'humilité, pourquoi ? Parce que l'expérience nous a montré qu'il y a eu quand même des vaccins qui ont créé des effets secondaires, notamment on pourrait parler d'H1N1 avec ce fameux Pandemrix qui a donné des épisodes de narcolepsie dont la physiopathologie n'est pas encore complètement expliquée. Donc, restons humbles et nous aussi, dans le doute. Une des principales oppositions qu'on peut avoir, qu'on peut entendre à la vaccination, c'est alors ça profite bien au laboratoire, cette histoire. Oui, ça profite bien au laboratoire, mais attention parce qu'il faut quand même 2 ans pour fabriquer un vaccin, donc ça coûte très cher. Et une chaîne de fabrication d'un vaccin est exclusivement dédiée à ce vaccin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer un vaccin sur une chaîne qui est dédiée à un autre vaccin, ce qui peut expliquer parfois les pénuries de certains vaccins. Et puis les contrôles de qualité représentent 2/3 de l'investissement d'un laboratoire dans un vaccin. Ce sont des contrôles de qualité qui sont à la fois internes et bien sûr externes, donc un coût qui n'est pas négligeable dans le total du coût de fabrication. Et puis on pourrait opposer à cet argument que financer un vaccin. Enfin, je ne suis pas persuadée que les métiers parallèles ou le charlatanisme anti-vax ne profitent pas également à certains. Alors, l'autre argument qu'on nous donne à la vaccination, c'est attendez, vous allez m'injecter un produit alors que je vais bien. Oui, c'est le principe de la prévention primaire. On agit avant que la maladie ne survienne. Alors, effectivement, un vaccin, c'est un médicament, donc oui, il faut avoir des effets indésirables, parce que s'il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas d'effet désirable de l'homéopathie ou de l'eau. Voilà. Bien entendu, on pèse le pour et le contre avant de proposer un vaccin à un sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure. On propose un vaccin à un individu particulier dans une situation particulière. Et donc, on ne vaccine pas à l'aveugle. On pourrait citer l'exemple, j'aime bien citer cet exemple de la ceinture de sécurité automobile, parce que certains patients nous diraient mais moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que je ne veux pas prendre le risque des effets indésirables du vaccin. Oui, d'accord. Donc, on pourrait vous opposer que vous ne voulez pas mettre votre ceinture, vous avez peur que l'effet rarissime de la ceinture de sécurité qui pourrait être de vous laisser encastrer dans la voiture pourrait arriver. Alors que l'effet bénéfique de vous éviter d'être projeté, qui est bien supérieur, serait opposable. Donc, voilà un contre-exemple. Et effectivement, balance bénéfice-risque à opposer à l'hésitant. Et puis, toujours bien rappeler que la sécurité est un enjeu majeur. Une autorisation de mise sur le marché n'est délivrée que si la sécurité, l'efficacité et la qualité sont établies et si le rapport est favorable, encore une fois, dans une certaine population et dans un certain contexte.
Et puis, bien sûr, la sécurité ne s'arrête pas à la fabrication du vaccin, elle va bien au-delà et ça s'appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire que tous les effets ou événements indésirables après un vaccin, comme tout médicament, sont remontés à la pharmacovigilance. Ils peuvent être remontés à la fois par les professionnels de santé, mais aussi par la population. C'est très facile, c'est sur le site internet de l'ANS. Alors, autre argument, contre-argument contre la vaccination, c'est l'aluminium, mais c'est dangereux. Moi, j'ai entendu que ça donnait des myofasciites à macrophages. Alors, à quoi sert un adjuvant déjà? Un adjuvant est indispensable à un vaccin qui n'est pas vivant, un vaccin atténué, pour provoquer la réaction humanitaire. Sans adjuvant, le vaccin est inefficace. Donc, c'est un signal de danger nécessaire à ces vaccins inactivés. Alors, depuis près de 100 ans, on utilise les sels d'aluminium comme adjuvant. Donc, autant vous dire que c'est plutôt sécure parce que ça fait plus de 100 ans qu'on les utilise. Alors, on nous dit, mais oui, mais vous m'injectez de l'aluminium dans le muscle. Alors, quand même, c'est dangereux. Les doses maximales tolérées, c'est 1 mg par kilo et par semaine. Or, dans l'alimentation, vous voyez ce qu'on peut ingérer. Et l'ensemble des vaccins obligatoires de l'enfant représente 3,275 mg. Donc, autant dire, c'est vraiment rien. Et cette fameuse hypothèse de la myofasciite à macrophage, c'est une entité qui est vraiment franco-française, qui a été découverte ou énoncée par une équipe de Mondor, nulle part ailleurs. Donc, on avait des doutes. Et effectivement, c'est une équipe qui a dit, moi, quand je fais des myopsies après des vaccins, je trouve de l'aluminium. Ce n'est pas une surprise, on a injecté de l'aluminium. Donc probablement une maladie qui n'en est pas une. Les effets secondaires, il y en a de ces adjuvants, mais ils sont locaux. Vous savez, c'est ces fameuses douleurs qu'on a après, et puis éventuellement une petite boule qu'on ressent après avoir été quand même, puisque c'est débattu, développons d'autres adjuvants. Mais oui, mais c'est le AS, excusez-moi. Il y a d'autres adjuvants qui sont en cours de développement, mais celui-là est vraiment sécurisé puisque ça fait 100 ans qu'on l'utilise dans de multiples. Alors, autre contre-argument qu'on a pu avoir, qu'on a moins depuis l'obligation vaccinale, c'est moi, je ne veux pas faire le vaccin Aurore, le fameux Priorix à mon enfant, parce que ça donne l'autisme. Alors, Wakefield, en 1998, a publié une étude établissant un lien effectivement entre l'autisme et la vaccination Aurore. Et seulement 12 ans après, un journaliste a enquêté et a dit que c'était une étude qui était truquée, avec des liens d'intérêt entre les avocats des familles et l'auteur, énormément d'argent en jeu. Le Lancet s'est rétracté, mais bien tard, 12 années après. Et depuis, il y a eu 21 plans encore qu'il pourrait y avoir un lien entre autisme et vaccin Aurore qui n'est absolument pas établi. En 2019, il y a eu une autre triste histoire d'un enfant décédé après un vaccin Aurore. Et en fait, c'était une erreur médicale d'administration d'un autre médicament concomitamment. Mais ça a fait bien du mal encore à l'image de ce vaccin. Voilà, et puis je vous ai noté que ces 3 maladies n'étaient vraiment pas dénuées de risques. Alors, les polémiques autour du vaccin hépatite B, mais moi je ne veux pas que mon enfant soit vacciné contre l'hépatite B parce que ma grande-tante a une sclérose en plaques. Alors, l'hépatite B est une maladie à transmission sexuelle sanguine, mais aussi intrafamiliale. Donc, un petit bébé peut potentiellement attraper l'hépatite B, même si on vous dit que personne peut vous dire, mais mon enfant, il n'est pas à risque, il n'a pas de comportement sexuel, il a 6 mois. Oui, mais il peut y avoir des transmissions intrafamiliales. Et puis en plus, plus l'hépatite B est contractée tôt, plus il y a un risque de chronicisation de cette maladie en grandissant. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le vaccin hépatite B, la sclérose en plaques? On a vacciné massivement dans les années 80 les jeunes, les ados, contre l'hépatite B. Il y a eu une politique vaccinale en France et il s'est trouvé qu'il y a eu des cas de sclérose en plaques. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on a vacciné à un âge où la sclérose en plaques se déclare à l'adolescence. Et donc, c'était en fait un lien temporel. Il n'y a pas, quand on regarde les études, il n'y a pas eu plus de cas à ce moment-là. Il y a eu des cas, mais qui étaient en fait un lien temporel parce que c'était l'âge de déclarer malheureusement la sclérose en plaques. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un lien juridique qui a été établi par certains juges que le lien est scientifique. C'est-à-dire que les juges disent oui, il y a eu un lien mais temporel entre ces 2 événements, mais ils n'établissent évidemment pas le lien scientifique. Ils ne sont pas amenés à le faire, ils n'ont pas les compétences pour le faire. Énormément d'études ont montré qu'il n'y avait pas de lien et l'OMS a réfuté ce lien en 1997. Tout au plus, la vaccination agit comme une stimulation immunitaire, mais comme pourrait le faire n'importe quel virus, n'importe quelle maladie. Et donc, ça peut révéler une maladie qui, de toute façon, se serait révélée.
Alors en PMI, on a souvent, mais il est si petit, on peut pas le vacciner déjà, attendons un petit peu. Il est si petit, mais justement, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut le faire vacciner. Et c'est pas dangereux parce que vous voyez, l'ensemble des vaccins ne mobilisent que 0,1% des capacités du système immunitaire du nourrisson, qui en plus est immature, c'est-à-dire que le petit bébé ne fabrique pas des anticorps comme nous, et donc il faut d'autant plus le protéger par la vaccination et puis le protéger par le cocooning, protéger son entourage, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, bien sûr, on ne peut pas le vacciner trop tôt parce que ça ne servirait à rien. Pourquoi? Parce que justement, son système immunitaire est inefficace au départ. Et donc, on attend 2 mois, comme vous le savez, pour les premiers vaccins, sauf le BCG. Et puis aussi parce qu'il reçoit des anticorps maternels pendant la grossesse qui pourraient remplacer des vaccins. Voilà. Et ces petits nourrissons sont particulièrement susceptibles aux germes encapsulés, les méningocoques, les pneumocoques. Le BCG, en fait, on vaccine contre la tuberculose à partir de 1 mois en métropole. Pourquoi? Pour éviter de passer à côté d'un syndrome d'immunodéficience d'un bébé. Alors la grossesse est une période où la maman transmettait des anticorps à son bébé. À jour de ces vaccinations avant la grossesse, parce qu'il y a des vaccins, vous voyez, c'est les vaccins vivants. Et puis, il y a des vaccins qui sont particulièrement indiqués, donc la grippe saisonnière, la coqueluche, depuis peu, ça l'était depuis très longtemps dans plein de pays limitrophes, mais en France, on a un peu traîné, mais ça y est, entre 20 et 36 semaines de grossesse, on vaccine et à chaque grossesse pour justement protéger le bébé qui va naître. Et puis le fameux vaccin contre le Covid à tout. Ça n'empêche pas de continuer à vacciner l'entourage, donc les pères, bien sûr la fratrie, mais normalement est à jour, et puis les grands-parents. L'allaitement a des bienfaits, certes, parce qu'on entend souvent des parents qui nous disent « Non mais moi, j'ai pas besoin de vacciner mon bébé parce que je l'allaite, donc c'est bon, il est protégé ». Alors, il est protégé relativement. En fait, l'allaitement transmet effectivement des anticorps, des IgA maternels, mais qui protègent uniquement de façon locale, c'est-à-dire un petit peu franchement des infections digestives et ORL, mais seulement si l'allaitement est exclusif et dure plus de 3 mois. Une dernière affirmation qu'on peut nous faire, c'est non, mais moi, je veux pas qu'on me fasse le vaccin. En revanche, faites-moi une sérologie, comme ça, on va voir si je suis protégée. Alors, ça peut marcher, mais une sérologie, c'est seulement un état immunitaire à un instant T, c'est-à-dire que ça ne reflète pas l'état immunitaire de demain et encore moins de celui dans 1 mois. Donc, il faudrait faire la sérologie tous les jours. Donc, c'est pas un bon contre-argument. Par ailleurs, des sérologies qui ne sont pas interprétables, comme par exemple celle de la rougeole, parce qu'elle est très variable. Et puis, vous savez que le vaccin rougeole est associé à celui de la rubéole et des oreillons. Donc, c'est pas parce que j'aurai une sérologie positive pour la rubéole que je serai protégée contre la rougeole et les oreillons, par exemple. En tout cas, si on fait une sérologie pour vérifier si une personne est bien protégée, on la fait 4 à 8 semaines après une injection. Alors, quand il y a des cas extrêmes, je suis enceinte, ma grande tante est autiste, là, est allergique à l'aluminium, on peut être un petit peu vain. Et dans ces cas-là, il y a plein d'outils pour nous aider. Il y a Infovac, bien sûr, sur lesquels on peut poser des questions à des médecins qui répondent de façon très réactive. Il y a le CRAT, qui est ce site d'information sur médicaments, grossesse et allaitement. Il y a un groupe Facebook qui est animé par des médecins, des scientifiques, dont je fais partie, et on essaye de répondre aux questions avec des références biblio très bienveillants et que vous pouvez tout à fait concilier à votre entourage. Et puis bien sûr l'humour, l'empathie et le transfert. C'est-à-dire que moi, le message qui marche le mieux avec mes patients, je ne sais pas pour le docteur Couch, mais moi, c'est écoutez, moi, pour mes enfants, je n'ai pas hésité une seconde, je les et ça marche très bien, et c'est vrai. Voilà. Et puis quand vraiment c'est trop compliqué, la balle à un confrère, à un ami. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles pour les hésitants? Oui, toute dose vaccinale reçue compte. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un vaccin qui a déjà été fait. Il existe maintenant des vaccins combinés, donc en une seule injection, on peut protéger contre plein de maladies. Les antigènes dans les vaccins a largement diminué, vous voyez, 20 fois moins que dans les années 60. Et puis, on a allégé les calendriers au fur et à mesure de l'expérience. Par exemple, on ne fait plus les vaccins à 3 mois, sauf cas particuliers. Et bien sûr, la sécurité prévaut et donc la pharmacovigilance est toujours en veille. N'hésitez pas à déclarer des événements ou des effets indésirables de médicaments. Et pour conclure, je voudrais dire que la prévention, c'est comme le ménage, c'est quand il n'est pas fait qu'il prend sens. Et donc la vaccination fait bien partie de la prévention. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Christelle Guével de la Rue. Donc, vous êtes médecin de la PMI de Paris. Je vous remercie pour votre intervention justement sur cette expérience sur l'hésitation vaccinale. Et puis, on va poursuivre justement avec donc la présentation de 2 vignettes cliniques. On a la présence du docteur Léon Griffon, qui est médecin généraliste à la retraite, qui était docteur généraliste à la Séguinière. Je crois qu'il va nous repréciser ça.
Et nous laisserons après la parole au docteur Charlotte Couche, qui est médecin PMI 49 à Cholet, qui nous parlera de l'hésitation vaccinale vue du côté des patients, des parents, pardon. On reviendra un peu sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je laisse la parole pour l'instant au docteur Léon-Marc Griffon, plus sur la vaccination antitétanique. Je crois que c'est un sujet que vous connaissez bien depuis de nombreuses années. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis généraliste. Enfin, j'étais généraliste et je suis à la retraite. Et je suis particulièrement sensible à la vaccination antitétanique parce qu'il y a 45 ans, lorsque je me suis installé, il y a eu 2 cas de tétanos à la Séguinière. Et je voulais vous faire part un peu de ce qui s'est passé dans la commune à ce moment-là. Donc ces 2 cas se sont fort heureusement bien terminés. Et la mairie a donc, je pense avec les autorités médicales de l'époque, proposé de faire des vaccinations. Ça a été un afflux absolument colossal. La rue de la Séguinière était pleine, ça remontait jusqu'à l'église. Je suis arrivé là-dedans. Et je me suis dit quand même, il y a eu 2 cas, les gens sont venus, ils n'étaient pas vaccinés, ils ont été interpellés par cette infection qui les a pris aux tripes, et ils sont venus. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ce jour-là et qu'ils n'ont pas été vaccinés avant ? Depuis cette date, donc, j'ai soutenu et je me bats pour avoir tous les ans 2 séances de vaccination à la Séguinière. Et depuis 40 ans, j'ai 2 séances de vaccination à la Séguinière grâce aux ARS, au département et à cette suivi. La mairie est partie prenante, elle affiche des avis dans les cabinets médicaux, les commerces. Donc la mairie fournit le local et participe complètement à l'organisation. Elle enregistre toutes les demandes. Elle affiche dans les bulletins municipaux. Le département fournit les vaccins, nous fournit une infirmière. Tous les vaccins sont proposés, sont fournis gratuitement. Et un médecin vacateur supervise la séance, pensez-moi. Et donc, nous avons en moyenne 20 à 30 personnes qui viennent à toutes ces séances. Le but des séances est quand même pour moi assez vaste. Et par rapport au Covid, dans lequel vous avez une pathologie qui était nouvelle, dans lequel il y avait une interrogation totale et une angoisse, j'aurais bien aimé que le critère angoisse soit bien sous-tendu dans l'hésitation vaccinale, parce que les gens se posent des questions, comme on disait au moment du paradis de la Bible, lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. C'était le début, c'était la fin du paradis. Le trop de connaissances entraîne l'angoisse. Après, beaucoup de connaissances va suppléer à l'angoisse, va calmer l'angoisse. C'est quand même tout à fait passionnant, c'est l'histoire du monde. Bon. Donc, est-ce que beaucoup de connaissances calment l'angoisse ? Est-ce que dans le Covid, on avait suffisamment d'éléments pour calmer les angoisses légitimes qu'on pouvait avoir sur une vaccination ? Bon, je tourne à côté. Donc, il faut proposer la vaccination. Moi, je pense, les médecins traitants sont consultés par leur patientèle jeune et moins jeune. Et ils sont souvent débordés. Souvent, les gens arrivent sans leur vaccin, donc c'est assez difficile de les vacciner. Leur dire, on va le faire. Fort heureusement, les infirmiers y succèdent, les suppléent. Les pharmaciens aussi y participent. Je pense que le centre de vaccination a sa place tout à fait dans ce supplément de soins. Tous les carnets de vaccination que l'on peut avoir actuellement, il y a un certain nombre d'informations dessus. Sur le carnet de vaccination, c'est bien précis, mais sur toutes les vaccinations que vous allez avoir sur vos petits morceaux de papier, votre petit carton, carnet de vaccination international, rien n'est précisé sur les périodicités, rien n'est précisé sur l'utilité des vaccins. Il y a une information qui n'est pas suffisamment forte. Les périodicités des rappels vaccinaux, d'autant qu'elles ont changé d'époque. Alors remercions quand même actuellement le fait d'avoir eu cette intelligence de dire qu'un rappel de tétanos, ça se faisait à 25, 45 et 65 ans. Ça simplifie bien les choses et ça avance bien. Les mises à jour sont nécessaires. On a vraiment besoin de donner une information à cette population qui est demandeuse parce qu'ils viennent à la séance de vaccination pour s'informer. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et ce que je rajoute à la fin, c'est qu'il faudrait aussi qu'on ait un enregistrement numérique qui soit transmissible, parce qu'on va leur faire aussi un papier. Ce papier, on demande de les transmettre au cabinet médical qui est juste à côté, qui va pouvoir le mettre dans son dossier, mais c'est un travail aussi de secrétariat important. Il y a moyen sûrement de faire mieux pour que ça puisse suivre. Alors, est-ce que Espace Santé, avec les carnets de vaccination, va résoudre ce problème ? Ce serait une très bonne chose, hein.
Donc, c'est ce que je vous mettais. La séance de vaccination, on permet en général une vingtaine de personnes à chaque séance. Donc, on réalise les mises à jour. Mais il y a en fait beaucoup d'informations. Beaucoup de questionnements sur la vaccination. C'est facile, le tétanos, hein. On a l'expérience depuis qu'on a cette vaccination. C'est une vaccination qui est sans risque, qui est bien tolérée, qui est efficace. Bon, après, on en profite pour informer sur le ROR, les hépatites, etc. Donc, effectue la réactualisation du calendrier, l'information sur l'état vaccinal, l'information sur la vaccination. Donc, beaucoup d'informations. Au total, je crois que ce qui est important, c'est qu'en accord avec le corps sanitaire local, le département organise des vaccinations dans les communes pour la population générale. Mais ces séances de vaccination doivent être proposées de façon régulière, comme le don du sang. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, tiens, aujourd'hui, on va y aller aujourd'hui. Et puis, non, il doit faire de façon régulière un passage, comme on va passer chez les gens du voyage, comme on va passer au Resto du Cœur, ainsi de suite, mais qui est quelque chose qui soit redondant. L'information locale doit être suffisante, c'est-à-dire que tous les supports presse, tous les supports Internet doivent être utilisés de telle façon qu'on puisse donner tous ces renseignements sur Infovac. Et de le contexte actuel, le centre de vaccination devrait être un interlocuteur primordial et efficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci à vous, merci donc au docteur Léon-Marc Griffon. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste, vous êtes à la retraite, vous étiez médecin généraliste à la Séguinière. On pourrait sûrement vous poser des questions après ce que vous avez dit. Vous avez été concis, mais vous avez ouvert pas mal de questions. Je vais passer la parole tout de suite au docteur Charlotte Couche, qui est donc médecin à la PMI 49 à Cholet. Et voilà, je vous laisse la parole plutôt sur la partie hésitation vaccinale vue du côté des parents, puisque évidemment, à travers votre expérience, vous avez dû en rencontrer un certain nombre. Et pour certains d'entre eux qui devaient effectivement avoir cette hésitation, parfois. Donc, bonsoir, donc, je suis Charlotte Couche, pédiatre à la PMI depuis 4 ans. Voilà, on m'a proposé de parler sur l'hésitation vaccinale. En tout cas, à la PMI, depuis que je suis arrivée, il n'y a pas eu tant d'hésitation vaccinale. Je suis arrivée en 2018, c'était à la période où il y a eu l'obligation vaccinale et ça nous a quand même facilité le travail pour vacciner les enfants. Un petit cas concret, donc je vous parle de Mila qui est née en juin 2021. Elle vit avec sa maman au Canada et sa maman est d'origine ukrainienne, son papa est d'origine guinéenne, lui il vit à Nantes. Le suivi est débuté à partir du premier mois de Milana. Les 2 parents sont présents, je fais la prescription, la consultation habituelle, je finis par prescrire les vaccins des 2 mois et puis le BCG. Et voilà, nous nous retrouvons 1 mois plus tard. Les parents n'ont pas apporté les vaccins. Ils me disent qu'ils ne veulent pas tout de suite vacciner leur enfant car elle est trop petite. Donc là, je suis un peu étonnée. Je leur demande quelles sont les raisons de ce refus. Donc ils me redisent qu'ils la trouvent trop petite. Ils ne sont pas fermés à l'idée de vacciner leur enfant, mais souhaitent attendre au moins les 1 an de leur fille. Et puis, il y a l'argument de l'allaitement en cours, pour lequel ils se disent qu'ils la sentent protégée. Donc, face à ce refus, je revois avec les parents ce que je n'avais pas fait à la première consultation. Je reprends le schéma vaccinal. Je leur explique chaque vaccin, pourquoi il protège, et puis j'informe aussi sur les risques encourus en cas de non-vaccination. J'explique aussi le fait du surrisque dû à la vie en semi-collectivité au sein d'un groupe de migrants. Et puis, je leur propose de décaler le début des vaccinations à 6 mois et puis d'en reparler à la consultation des 3 mois. Dans le carnet de santé, je note comme quoi les vaccins ont été proposés mais refusés par les parents. Puis les parents reviennent à la consultation des 3 mois. Ils me disent qu'ils ont discuté entre eux, qu'ils sont d'accord pour faire la vaccination, qu'ils auraient préféré attendre 1 an, mais que 6 mois, ça leur va. Donc on a fait les vaccinations à partir de 6 mois, sans souci. Ce que je note là, c'est que la réflexion aurait été quand même différente s'il y avait eu une garde en collectivité ou chez une assistante maternelle. Là, le choix, voilà, et j'aurais dû argumenter plus rapidement. Là, dans le contexte de vie de l'enfant, je préférais prendre du recul et pour avoir un schéma à 12 mois. Au final, Milana a reçu toutes ses doses de vaccin, en dehors du BCG que je vais proposer là en septembre. Voilà.
ma façon de faire ce jour-là, j'ai préféré, devant une hésitation vaccinale, être à l'écoute, essayer de comprendre les réticences, prendre le temps aussi de réexpliquer ce que je n'avais probablement pas suffisamment pris le temps lors de la première consultation, l'intérêt des vaccins, sur quoi ils protègent, laisser le temps de réflexion, et puis voilà. Pour moi, le but, c'était pas d'arracher un consentement sur place en disant j'ai les vaccins là, c'est pas grave, vous les avez pas apportés, je vous les fais tout de suite, en disant comme ça au moins ils vont revenir et on aura un schéma complet au bout d'un. Voilà, on a perdu 4 mois, mais voilà ma façon d'avoir agi ce jour-là. Merci à vous. Je vais peut-être donner la parole justement à Marie-Paule Chénaud, qui est donc en charge de la prévention et membre de la commission santé enfance, qui est vice-présidente du département, vice-présidente départementale en charge de la prévention et membre de la commission santé enfance famille. Voilà, donc ravi de terminer cette conférence sur le thème de l'hésitation vaccinale, un sujet qui nous interpelle tous et qui nous rassemble nombreux en présentiel, mais beaucoup plus encore en visio, si j'ai bien compris. Je voulais me présenter. Alors, je suis vice-présidente prévention sur le champ de la santé, de l'enfance et de la famille. Donc vraiment un champ très large. Et je suis coprésidente de la commission santé, enfance, famille. Voilà, donc un intérêt personnel aussi pour la mission vaccinale. Je suis infirmière puéricultrice au départ. Je viens de terminer mon activité là. Donc maintenant, je suis pleinement élue et libre d'argumenter aussi pour les choix à l'échelle départementale. Donc c'est un petit peu sur ce champ-là que je vais aller. Suite à cette période de crise sanitaire que nous venons de vivre, qui a impacté le quotidien de chacun de nous, ce thème vient nous rappeler qu'il est prioritaire de prévenir et important de ne pas oublier les autres maladies. Le constat de l'évolution de l'adhésion vaccinale confirmé dans la région des Pays de Loire, avec par exemple une moyenne supérieure à la moyenne nationale de plus de 3 points, en ce qui concerne la grippe chez les personnes les plus vulnérables et les plus de 65 ans. Concernant les très jeunes enfants, et on en a parlé, depuis l'obligation vaccinale de 2018, la progression est constante et supérieure de 2 points par rapport à la moyenne nationale dans notre département. Mais effectivement, un rattrapage pour certains enfants est à effectuer à la suite de la crise sanitaire. Petite parenthèse pour rappeler tout le travail de prévention et de vaccination réalisé au sein de la PMI par les médecins, les puéricultrices qui interviennent sur l'ensemble du territoire départemental, dans les maisons départementales des solidarités, ce qu'on appelle les MDS, et qui assurent les consultations, les permanences, les bilans de santé en école maternelle pour les 3-4 ans, sur le champ de la prévention et des dépistages précoces. Je voudrais rappeler que la PMI assure bien ses missions en complémentarité des sages-femmes, des médecins généralistes et des pédiatres. Un autre exemple significatif, mais où nous devons encore accentuer la prévention, c'est celui de la vaccination contre le papillomavirus, le HPV, chez les jeunes de 11 à 19 ans. Celle-ci a augmenté de 6 points chez les jeunes filles. Et surtout, il faut noter que la région est classée première de France concernant la vaccination des jeunes garçons, qui est recommandée pour eux depuis janvier 2021, avec plus de 8% désormais vaccinés. Nous sommes cependant encore loin de nos pays voisins comme les pays du Nord et l'Espagne. À souligner que le département du Maine-et-Loire a d'ailleurs été très impliqué dans l'enquête nationale PrEV-HPV de l'INSERM, localement par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers avec la participation de la Ligue contre le cancer. À ce titre, le Centre de vaccination polyvalente départementale est intervenu en tant qu'équipe mobile au collège de Noyant. C'est le seul établissement du 49 qui a été tiré au sort. Le travail a été effectué avec le médecin et l'infirmière du collège. Et 2 séances de sensibilisation dans les classes de 4e et 3e ont été réalisées, avec une séance de vaccination pour 35 jeunes de la 6e à la 3e. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que la majorité des enfants qui ont été vaccinés étaient des garçons. Je tiens également à souligner la prévention spécialisée par les CPEF, les centres de planification et d'éducation familiale. Sur un autre point, la présidente du département et les conseillers départementaux, bien conscients du manque de médecins sur le territoire choletais, ont souhaité s'impliquer aux côtés de l'ARS dans le plan territoire Université Santé, porté par l'Université d'Angers
et la faculté de santé pour soutenir le financement de 3 postes de médecins pour le centre hospitalier. Un chef de clinique assistant en médecine vasculaire, un professeur associé en radiothérapie, un maître de conférences associé à temps partiel en hépato-gastro-entérologie. Enfin, une volonté forte du département de soutenir le centre de vaccination polyvalente qui déploie son offre vaccinale sur l'ensemble du département et qui a même augmenté sur ce territoire du Choletais de 2 journées par mois. Son action ne se limite pas à l'acte vaccinal, puisque c'est aussi un pôle ressources en matière de vaccination, d'information auprès du grand public, comme de formation auprès des professionnels de santé et du médico-social. C'est dans ce cadre de la Semaine européenne de la vaccination que des actions ont pu être proposées avec nos partenaires que sont l'ARS des Pays de Loire et le centre hospitalier de Cholet, avec 2 temps forts. Le premier temps fort qui s'est déroulé le 13 septembre dernier, avec la journée d'information à la vaccination au sein du centre hospitalier qui a permis de promouvoir la vaccination et de sensibiliser à la fois patients et professionnels. Ainsi, des échanges ont pu avoir lieu avec 500 personnes, dont 300 au réfectoire du personnel et 74 à l'internat. Et le deuxième temps fort qui vous a été proposé aujourd'hui. Différents intervenants se sont exprimés sous des angles différents pour élargir notre vision, permettre un temps de réflexion, croiser les regards sur l'excitation vaccinale. S'informer, informer, argumenter et comprendre pour mieux rassurer les hésitants vaccinaux. Un véritable défi pour les soignants. C'était bien l'enjeu de cette conférence que de rassurer pour permettre chacun la vaccination. Merci à tous pour votre éclairage précieux. Et moi, je remercie également le centre de vaccination du Maine-et-Loire parce que nous, en tant qu'élus, on peut vraiment compter dessus et on connaît leur investissement. Merci. Je vais laisser Madame Bordage conclure. Déjà, merci à Madame Chénaud pour notre action sur le territoire, qu'on essaye, en effet, d'être sur l'ensemble du territoire et d'être dans une approche pédagogique, une approche aussi de bienveillance. De tout ce qui est ressorti des échanges là, de ce soir, moi, j'ai bien entendu la question de l'individualisme, la liberté, les égalités, qui sont un peu, pas en contradiction, mais en tout cas en tension. En tension avec la question du collectif qui doit se protéger et qui se protège lui-même. Donc, cette dualité-là, en effet, elle amène les questionnements, elle amène le débat, vous l'avez très bien souligné. Oui, le droit au questionnement, on l'a tous et tout au long de la vie, et quelles que soient un petit peu les thématiques. On le retrouve dans l'éducatif, on le retrouve sur la santé également. Donc, informer est indispensable, avoir des supports de communication qui sont adaptés. Et puis peut-être la dernière chose que moi je porte très fortement dans le cadre de l'action sociale en général, c'est la question de l'authenticité. Parce que oui, dans la relation à l'autre, l'authenticité, elle est essentielle, quelle que soit la matière. Et elle est d'autant plus quand on est dans l'accompagnement des personnes, que ce soit dans le soin, que ce soit dans le social, dans la protection de l'enfance. Cette authenticité, elle permet ce lien de confiance et elle permet d'avancer à deux, parce qu'on avance aussi avec les personnes que l'on a avec nous. Donc voilà, relation de confiance, authenticité, c'est les 2 mots forts que j'aimerais souligner ce soir. Simplement pour vous remercier d'être venus, aux personnes qui sont présentes. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, parce que vos échanges étaient vraiment très intéressants. Et je sais que ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, donc merci beaucoup pour tout ce travail-là, puisque le sujet le méritait. Et puis nous, on a été ravis au centre hospitalier de vous accueillir. Voilà. Nous aussi. Merci à vous. Merci pour ces mots de conclusion. Je vais remercier évidemment tous nos intervenants, donc le docteur Ide Delagno Bachmila, docteur Clément Ribon, qui sont médecins référents donc au centre de vaccination polyvalente départemental. Je remercie Madame Carole Durand, qui est psychologue,
et qui est donc diplômée d'un master d'éthique en santé. Je remercie aussi Dr Christelle Guével-Delarue qui était en distanciel avec nous, médecin de la PMI de Paris et qui nous a parlé justement de son retour d'expérience sur l'excitation vaccinale. Je remercie également le docteur Léon-Marc Griffon, médecin généraliste à la retraite, qui était médecin pendant plus de 40 ans, si je me souviens bien, à la Séguinière. Et puis le docteur Charlotte Couche, médecin PMI 49 à Cholet. Merci à tous pour toutes ces interventions. Je rappelle que le prochain rendez-vous, ce sera le 4 octobre, le mardi 4 octobre, pour le deuxième temps des mardis de la vaccination. C'est un rendez-vous qui se fera à partir de 20h, donc en distanciel sur la chaîne YouTube des mardis de la vaccination, donc le 4 octobre à partir de 20h. Et puis vous pouvez retrouver toutes les infos, il ne faut pas que je me trompe dans l'intitulé exact, toutes les infos sur le www.lmv.medqual.fr. Donc www.lmv.medqual.fr. Merci à tous et puis bonne soirée, et notamment bonne soirée à tous ceux qui sont en distanciel avec nous. Au revoir.